Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu
tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius,
qui était donc assez tolérable et pas si différente des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à zéro. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre ou remonter vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune ? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage. La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre.
Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans. Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillariés individuels se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la 2e étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devraient-elles pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Certains scientifiques pensent que notre planète possédait autrefois un satellite supplémentaire. D'après leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1100 km de large, tournait autour de la Terre comme une deuxième lune. Il s'est très probablement écrasé sur notre satellite principal par la suite. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux faces de la Lune ont l'air si différentes l'une de l'autre, l'une étant fortement cratérisée et rugueuse. La Lune, un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années.
À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète. Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre. Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre. Et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés. Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité. La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roche chaude restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roche fondue a fusionné. Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe. C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant. Il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune.
De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence. Tu vois cette tache sombre-là sur la face cachée de la Lune? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km. Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années, la Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites. L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter. Mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau. Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Imagine un ballon de basket qui tourne sur ton doigt. Un point situé près du milieu du ballon mettra plus de temps à revenir à son point de départ que le point précis où se trouve ton doigt. La Terre tourne à peu près de la même façon. Les gens qui habitent au centre de l'Afrique tournent à 1600 km/h pendant que la planète tourne, tandis que ceux qui se trouvent au pôle sud ne bougent pas vraiment, si ce n'est en tournant sur place. En même temps, nous avançons tous dans l'espace à la même vitesse, car la planète tourne aussi autour du Soleil à 108 000 km/h. La température à la limite du noyau interne et externe de notre planète est de 6000 degrés Celsius. C'est aussi chaud que la surface du Soleil, et la pression qui y règne est 3,3 millions de fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture, c'est tout de même un événement. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, c'est seulement le deuxième à tourner autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Mais il ne restera pas longtemps avec la Terre. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et s'éloigne lentement. Les objets temporairement capturés, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou volent dans une autre direction. Le mouvement des galaxies et des amas situés à des milliards d'années-lumière de nous suggère qu'il y a un corps extrêmement massif en dehors de l'univers visible. Dans des milliards d'années, l'expansion de l'univers rendra l'espace si peu dense que nous ne pourrons plus du tout voir les étoiles dans le ciel. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a la forme d'un œuf. De plus, le centre de gravité de notre satellite se trouve à un peu plus d'1 kilomètre de son centre géométrique. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle on pense. Il neige des métaux et il pleut de l'acide.
pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Mais elle contient plus de soufre que Jupiter, ce qui donne à la planète une teinte orange semblable à celle du smog. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules d'air. C'est pourquoi nous sommes capables d'entendre les sons. D'autres planètes et lunes permettent aussi aux sons de voyager à travers des milieux comme leurs atmosphères et leurs océans. Dans l'espace, cependant, on dit qu'il n'y a pas de son, car il n'y a pas de molécules pour vibrer et émettre des ondes sonores. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas juste un vide dépourvu de tout. Entre le vide, il y a des nuages de gaz et d'autres particules parasites. Donc, selon l'endroit où tu te trouves, les ondes sonores peuvent être possibles. Les astronomes savent avec certitude que l'univers grossit, et la vitesse à laquelle il gonfle ne cesse d'augmenter. Mais si l'ensemble s'agrandit, c'est qu'il doit y avoir une sorte de bord, n'est-ce pas ? Il est peu probable que les gens le découvrent un jour, mais si c'est le cas, alors qu'est-ce que ce serait ? Un énorme mur de briques et puis plus rien ? Un abîme qui ne mène nulle part ? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de bord. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Une autre théorie est encore plus difficile à appréhender. L'univers est infini. Et notre partie de celui-ci n'est pas si unique. Cela signifie que quelque part là-bas, il y a un autre toi, ou plutôt d'autres versions de toi. L'un d'eux est juste un peu plus petit. L'autre a une coiffure différente. Le troisième est identique à toi de toutes les manières possibles. Il existe aussi une théorie sur un multi-univers qui se compose de nombreux univers plus petits. Et l'univers dans lequel nous vivons n'est qu'une minuscule bulle parmi d'autres bulles similaires. Les scientifiques qui soutiennent cette idée sont également certains que les univers bulles peuvent entrer en contact les uns avec les autres. La gravité commence alors à circuler entre eux, et lorsque 2 ou 3 univers se connectent, un Big Bang se produit, tout comme celui qui a créé notre univers. Neptune est l'endroit le plus venteux du système solaire. Des nuages de méthane gelés sont fouettés sur la planète à une vitesse de 1900 km/h. Le noyau de Neptune est solide et se compose principalement de fer et de quelques autres métaux. Sa masse est 1,2 fois plus importante que celle de la Terre. La température à l'intérieur atteint 5000 degrés Celsius. Les astronomes pensent aussi qu'à une profondeur de 7000 km, il pourrait y avoir une couche de diamants où il pleut des cristaux de diamants. Sur Terre, les gens sont habitués à un magnifique coucher de soleil dans des teintes d'orange, de rouge et de jaune. Mais sur Mars, le ciel normalement rouge-rosé devient bleu lorsque le soleil descend sous l'horizon. C'est parce que Mars est beaucoup plus éloigné du soleil que la Terre, ce qui rend la lumière du soleil moins intense. La fine poussière de l'atmosphère martienne absorbe la lumière bleue et se débarrasse des couleurs plus chaudes que tu vois généralement sur Terre. Mais qu'ils soient bleus ou jaunes, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Avec environ un quart de la taille de la Terre, la Lune est plutôt énorme par rapport aux autres satellites dans l'espace. Il n'y a rien de comparable à cette situation ailleurs dans le système solaire. Pluton a une lune qui est presque 2 fois plus grosse que lui. Mais c'est plus une jumelle qu'un satellite. Il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire, et celle de la Terre est la 5e plus grande de toutes. Il pourrait y avoir un labyrinthe de tubes de lave sur la Lune. Il n'y a pas longtemps, les astronomes ont étudié les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une grotte massive sous la surface du satellite. Longue d'environ 50 km et large de 100 km, la grotte est probablement le résultat d'une activité volcanique vieille de 3 milliards d'années. Après avoir durci, les courants de lave ont créé une épaisse croûte dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué à couler, faisant fondre la roche et formant des tunnels et des grottes. Les innombrables fosses à la surface de la Lune découvertes par la NASA pourraient être les ouvertures de ces tubes de lave. On ne peut pas déterrer la majorité de l'or de la Terre. 99% de cet or a fini au centre de la planète il y a plusieurs milliards d'années, attiré par le fer du noyau terrestre. On parle ici de 1,6 quadrillion de tonnes d'or. C'est assez pour recouvrir la surface entière de la planète de 50 cm d'or. Et si toutes ces météorites ne s'étaient pas écrasées sur le sol en apportant des quantités supplémentaires d'or, ils seraient encore plus rares. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont découvert un énorme blob d'une substance mystérieuse. Il était caché sous la surface de la face cachée de la Lune.
Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus grand que la grande île d'Hawaï. L'objet énigmatique se trouve à près de 300 km sous un énorme cratère qui est apparu sur la surface lunaire il y a des milliards d'années. Le blob a probablement quelque chose à voir avec une super collision. Il pourrait s'agir du noyau métallique de l'objet qui a frappé la Lune à l'époque. Les scientifiques ont hâte de mettre la main sur cette découverte. Elle pourrait expliquer beaucoup de choses sur le bassin pôle sud Aitken, le plus grand connu dans le système solaire. S'il se trouvait sur Terre, il s'étendrait de Washington jusqu'au Texas. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau flottant simplement dans l'espace autour d'un trou noir supermassif appelé quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été trouvées dans tout l'univers, mais elles ne sont pas si courantes. Ce réservoir particulier contient environ 140 trillions de fois la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. C'est l'une des choses les plus anciennes, les plus grandes et, à plus de 12 milliards d'années-lumière, l'une des plus lointaines connues de l'humanité. Dans l'espace, les astronautes peuvent perdre environ 1% de leur masse musculaire chaque mois. Pour éviter cela, ils doivent faire des exercices 2 heures par jour. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède vont se rencontrer dans 3,75 milliards d'années. Elles se déplacent l'une vers l'autre à une vitesse vertigineuse. Lorsque les deux galaxies entreront en collision, elles formeront une énorme galaxie elliptique. As-tu déjà regardé le ciel nocturne et essayé de compter toutes les étoiles ? Bonne chance! Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 milliards d'étoiles. Mais d'autres estimations situent ce chiffre à plus de 200 milliards. Car calculer la quantité exacte est une tâche presque impossible, même pour les astronomes. Quant à l'univers entier, il compte au moins 1 milliard de trillions d'étoiles, soit un 1 avec 21 zéros derrière. À titre de comparaison, cela signifie qu'il y a plus d'étoiles dans l'espace qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet plutôt original. Nous allons parler des toilettes dans l'espace. Sais-tu que les premiers astronautes n'avaient pas du tout de toilettes ? Le premier astronaute américain et deuxième homme dans l'espace, Alan Shepard, s'est retrouvé dans une situation très embarrassante. Son vol ne devait durer que 15 minutes. Les ingénieurs n'avaient donc pas installé de toilettes à l'intérieur du vaisseau. Shepard y a pris place environ 1 heure avant le lancement prévu. Mais en raison des conditions météorologiques et de problèmes techniques, le lancement de la fusée a été retardé de 2 heures. Pendant tout ce temps, Alan Shepard était allongé sur le dos dans le vaisseau. À un moment donné, il a ressenti le besoin de vider sa vessie. Il l'a signalé au contrôle au sol. Mais si Alan Shepard sortait de la fusée pour faire ses besoins, cela retarderait indéfiniment le lancement. De sorte qu'on ne l'a pas laissé sortir. La seule option pour lui était d'essayer de se détendre et d'oublier sa pressante envie. En fin de compte, il a fait ses besoins à l'intérieur de sa combinaison. Heureusement que cette dernière, ainsi que ses vêtements en dessous, étaient en coton, un matériau assez absorbant pour éponger tout le liquide. Alan Shepard a donc terminé son vol plus détendu et relativement au sec. Il lui a néanmoins bien fallu éteindre les capteurs de sa combinaison. S'ils étaient mouillés, cela pouvait provoquer un court-circuit. Le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, a quant à lui réussi à résoudre le même problème avant le lancement de la fusée. Lorsqu'il a été emmené vers la fusée en bus, quelques minutes avant d'arriver, il a demandé un arrêt technique pour se soulager. Ainsi, il a pu opérer son vol de près de 2 heures sans être perturbé. Alors n'oublie pas de toujours aller aux toilettes avant un long voyage. Plus tard, la NASA a pris en compte les besoins physiologiques des astronautes en utilisant un nouveau dispositif lorsqu'elle envoyait des astronautes dans l'espace pour des missions plus longues. Il s'agissait d'un cylindre que l'astronaute devait enfiler. Il attachait ce système à sa taille grâce à des sangles. Le cylindre était relié à un sac, lequel recueillait tous les déchets. C'étaient les premières toilettes de la NASA. Simples et confortables. La NASA a aussi fait des expériences avec le régime alimentaire des astronautes.
Il s'agissait de ralentir le processus de digestion et de prolonger le temps entre la consommation de nourriture et d'eau et la production de déchets. L'un des astronautes, John Glenn, a testé cette méthode. Son vol autour de la Terre a duré environ 5 heures. Un régime spécial et des médicaments ont permis à l'astronaute d'éviter d'aller aux toilettes pendant une période relativement longue. Il a fait ses besoins juste avant de rentrer dans l'atmosphère. Lorsque les scientifiques ont analysé ces déchets, ils ont découvert que leur volume était 35% supérieur à ce que la vessie d'une personne moyenne pouvait contenir à sa capacité maximale. Mais l'astronaute ne s'est pas plaint de son état et a dit que le vol avait été confortable. De nos jours, lorsque les astronautes passent du temps à l'intérieur de la station ou du vaisseau spatial, ainsi que dans le vide de l'espace, ils portent parfois leur combinaison spatiale pendant 9 heures d'affilée. Cela signifie qu'utiliser les toilettes ordinaires à bord n'est pas une option. La solution à ce problème est simple, les couches. Elles sont plus sophistiquées que celles vendues sur Terre, bien sûr, avec un absorbeur spécial cousu dans le tissu. Il peut garder le corps d'un astronaute au sec pendant une longue période. Si tu étais prof et que tu partais avec tes élèves en excursion scolaire à la Station spatiale internationale, la première question qu'ils poseraient serait probablement « Où sont les toilettes ?» Bien sûr, ils seraient aussi enthousiastes à l'idée d'en apprendre plus sur le cosmos. Mais il s'avère qu'utiliser des toilettes en apesanteur peut être un sacré défi, auquel il faut se préparer. Si tu prends un tuyau dans ton jardin et que tu commences à arroser tes fleurs, l'eau sort en un jet rectiligne et puissant. La gravité le maintient et tu peux viser où tu veux. Mais dans l'espace, comme tu le sais, il n'y a presque pas de gravité. Donc l'eau qui sort du tuyau continue de flotter dans la même direction. Et si tu dois atteindre une cible précise, c'est encore plus difficile. Le jet peut se morceler en gouttelettes qui vont commencer à rebondir sur les murs, à descendre ou à monter de façon désorganisée. Donc si tu essaies d'utiliser des toilettes ordinaires dans l'espace, tu seras entouré par des gouttelettes volantes. La solution à ce problème est de créer une force qui attirera les déchets. Si ce n'est pas la gravité, alors il faut créer un vide, comme celui qui est créé dans les toilettes des avions. Après avoir appuyé sur le bouton de la chasse d'eau, tu entends toujours un sifflement. C'est le ventilateur qui commence à pomper l'air hors du réservoir à déchets. Lorsque la pression est suffisamment basse, le trou dans la cuvette s'ouvre et tous les déchets sont instantanément aspirés vers le bas. C'est aussi comme ça que fonctionnent les toilettes de la Station spatiale internationale, où il faut créer un tel vide dès le début. De cette façon, l'eau du tuyau formera un courant, non pas du fait de la gravité, mais du fait de l'air aspiré à l'intérieur par un ventilateur. Oh, et les toilettes ordinaires ne font pas l'affaire. Si tu dois utiliser les toilettes sur l'ISS, tu dois prendre un tuyau et allumer les toilettes à l'aide d'un bouton. Le ventilateur à l'intérieur commencera à tourner et à aspirer l'air. En gros, tu feras tes besoins essentiellement dans un aspirateur. Une extrémité du tuyau présente une forme d'entonnoir unique, conçu à l'usage des hommes et des femmes. Un courant d'air aspirant récupère toutes les gouttelettes et les dirige dans le réservoir. Vient ensuite le système de nettoyage des déchets avec de nombreux filtres et produits chimiques. Il y a aussi un réservoir d'acide puissant qui sert à dissoudre toutes les formations solides présentes dans les déchets. Sinon, elle pourrait boucher les filtres et les vannes du système et provoquer une panne. Tu ne voudrais pas avoir des toilettes qui fuient lorsque tu es enfermé dans un espace restreint sans gravité. Cet acide peut même facilement dissoudre certains métaux. C'est pourquoi les matériaux des toilettes spatiales sont faits d'alliages spéciaux de titane, très résistants et très coûteux. Après avoir été nettoyés, les déchets sont transformés en eau potable. Cela signifie qu'avec le temps, tu la transformeras à nouveau en déchets et le cycle se répétera. Pas d'inquiétude, le système de purification fonctionne exceptionnellement bien. Et ton café n'aura pas un goût particulier. Les choses sont un peu plus compliquées si tu vas aux toilettes pour une grosse commission. Tout comme sur Terre, tu devras d'abord soulever le couvercle des toilettes. À ce moment-là, le même ventilateur que dans le cas précédent se mettra en route.
Il devrait déjà fonctionner pour éviter les mauvaises odeurs. Ensuite, cela t'aidera si tu t'assois sur les toilettes. Mais ce n'est pas si facile en apesanteur, si bien qu'il y a des sangles pour tes pieds et des poignées pour te tenir. Le ventilateur fait son travail et tes déchets vont dans le réservoir. Le papier toilette y va aussi. Chaque portion de déchets solides se retrouve ensuite dans un sac qui est scellé. Puis, le système envoie ces sacs à déchets dans un bidon spécial. Ces bidons sont stockés sur l'ISS jusqu'à ce qu'un vaisseau cargo vienne les récupérer. Les astronautes reçoivent des provisions de nourriture et d'eau ainsi que du matériel scientifique. Puis, ils chargent le vaisseau cargo avec les bidons de résidus humains et d'autres déchets. Après cela, ils se désariment et se préparent à retourner sur Terre. Mais comme les vaisseaux cargo se consument entièrement, en raison de la friction contre l'air de la haute atmosphère, tous les déchets sont éliminés avant d'atteindre la surface de la planète. Une autre option dont disposent les astronautes est de jeter les bidons contenant les déchets directement dans l'espace. La gravité de la Terre finit par attirer les conteneurs et eux aussi se consument dans l'atmosphère. Actuellement, la NASA développe un système qui pourrait recycler les excréments en eau. Après tout, l'eau est une ressource précieuse sur la Station spatiale internationale. Ces toilettes spatiales, qui sont un petit appareil de la taille d'un scooter, coûtent environ 23 millions de dollars. Cela comprend la fabrication et une douzaine d'années de développement. Et ce coût n'inclut pas la livraison à l'ISS. Pour cette somme, tu pourrais acheter une Bugatti Veyron, la voiture la plus chère du monde. Ou un jet privé, par exemple. Ou tu pourrais devenir propriétaire d'une île, ou de plusieurs. Mais bon, revenons à l'espace. Le voyage commence sur la rampe de lancement. La fusée qui livrera plus tard sa cargaison à l'ISS est assemblée. Les moteurs de la fusée s'allument. Ils brûlent des centaines de litres de carburant chaque seconde. La fusée s'élève. Et quand tout le carburant est brûlé, le premier étage de la fusée se désarime. Elle retourne sur Terre et fait un atterrissage en douceur. Elle peut être utilisée à nouveau après avoir été ravitaillée en carburant. Une fois que la fusée est désarimée, le deuxième étage de la fusée allume ses moteurs. Davantage de carburant est brûlé pour que la fusée puisse atteindre l'altitude de l'ISS, soit environ 400 km au-dessus du niveau de la mer. Une fois en orbite, le vaisseau cargo s'arrime à l'ISS. Et voilà, les toilettes spatiales sont livrées. Mais cela coûte environ 50 millions de dollars pour lancer une fusée d'appoint comme Falcon 9. Nous prévoyons aussi d'envoyer des gens sur Mars et le voyage prendra environ 7 mois. Alors nous devrons probablement créer des toilettes confortables pour les astronautes. Le design des toilettes à 23 millions de dollars sera forcément amélioré. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que les ingénieurs les rendent plus petites et plus légères, afin qu'elles occupent moins d'espace et consomment moins de carburant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau avec Sympa.